Le premier tronçon qui porte sur les métropoles, les 3/4 du texte concerne les métropoles, je le développerai peu. Vous n'êtes pas directement sous l'influence d'une métropole, je ne crois pas que Marseille vienne totalement jusqu'ici. Marseille-Aix, qui est une des métropoles les plus conflictuelles. Les élus sont contre, ça se bagarre à mort, elle sera difficile à mettre en place. Il y a une métropole qui existe déjà, une métropole sous le régime Sarkozy, qui est Nice. La loi prévoit 3 grandes métropoles d'exception, Marseille, Lyon et Paris, bien entendu, et la possibilité de devenir métropole pour 8 à 9 des plus grosses agglomérations françaises. Au-dessus de 400 000 habitants agglomérés, donc ça fait 8-9 agglomérations qui pourraient devenir métropoles. On ne sait pas encore, c'est l'un des objets de discussion, si les métropoles sont imposées par la loi ou si les métropoles seront créées si les élus le veulent. Bon, ça c'est encore une des incertitudes. Mais au-delà des métropoles, et c'est là que vous allez être intéressés, la loi Sarkozy, comme la loi des socialistes, encourage l'urbanisation. Ce sont des lois qui veulent reconnaître le fait urbain. Déjà en 2011, les préfets avaient reçu des consignes de tenter non seulement d'agrandir les communautés de communes, ce qui est votre cas, mais de transformer les communautés de communes en communautés d'agglomération. Pour être communauté d'agglomération, il faut rassembler 50 000 habitants avec une commune d'au moins 15 000. À partir de là, vous pouvez transformer les 2 ou 3 communautés de communes qui s'agglomèrent en une communauté d'agglomération, avec plus de compétences, etc. Ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement. Donc, c'est une question qui peut se poser à vous, de devenir, selon l'agglomérat qui se fait. Il y a combien d'habitants à Cavaillon? 25 000. Combien? 25 000. Voilà, donc avec Cavaillon, vous avez la possibilité juridique de devenir non pas une communauté de communes agrandie, mais une communauté d'agglomération, c'est-à-dire d'être considéré comme un ensemble urbain, avec une polarisation beaucoup plus forte des petites communes sur la commune centre. C'est ça l'enjeu. Une nouvelle inquiétude pour les ruraux. Que devient le hors métropole ou le hors urbain? Ce que la data rappelle quelquefois le rural profond. Bon. On voit partout se lever cette interrogation. Je reviendrai sur la question dans un instant. En dehors de ce gros morceau central du premier tronçon, on a quelques articles en tête de loi et quelques articles en queue de loi. En tête de loi, le gouvernement tente, avec beaucoup de difficultés, de surmonter un problème permanent des collectivités territoriales. C'est leur rapport entre elles. Comprenez bien, la loi dit, la commune, elle fait ceci, ceci, cela. Le département, voilà ses compétences. La région, voilà ses compétences. Les communes peuvent déléguer à leur intercommunalité, obligatoirement ou facultativement, un certain nombre de compétences. Chacun a donc théoriquement son lot de compétences. Mais il y a beaucoup de compétences qui sont transversales. On ne peut pas découper toute la matière administrative en blocs homogènes et étanches. De la culture, les communes font de la culture, l'intercommunalité c'est de la culture, le département il a aussi des actions culturelles, la région aussi elle a des actions. Alors la culture c'est quoi? C'est le bloc communal, c'est le bloc intercommunal. Bon, comment organiser
l'accord, la cohérence entre les politiques culturelles des différents niveaux. Je pourrais prendre un autre exemple qui est beaucoup développé en ce moment, qui est le tourisme. On est allé dans le Pays d'Arles il n'y a pas longtemps. Le Pays d'Arles nous a donné l'exemple caricatural de l'interférence et du gaspillage et du coût, à l'heure où on veut faire des économies dans les collectivités territoriales, du système du tourisme. La région a une maison régionale du tourisme, le département en Arles. Le département aussi, avec des antennes. Il y a un office municipal du tourisme pour la ville d'Arles, mais il y a aussi un office du tourisme dans la Camargue, qui est pourtant sur le territoire du Pays d'Arles. Et il y a 7 ou 8 offices du tourisme dans d'autres communes. Autrement dit, près d'une vingtaine de structures qui ont les mêmes compétences, qui font la même chose. Ce qu'on appelle en gros du marketing territorial. Venez chez moi, c'est beau. Avec des brochures sur papier glacé, coûteuses, avec du personnel, avec des répondeurs téléphoniques, avec du mailing pour faire venir des gens, etc. Impossible de coordonner tout ça. Chacun dit, c'est moi. C'est ça la réalité des choses. Dans beaucoup de domaines. C'est vrai dans le domaine du logement, c'est même vrai dans le domaine du développement économique, qui théoriquement est une compétence de la région, mais bien entendu les départements font du développement économique, les communes font du développement économique et souvent l'ont délégué à leur intercommunalité. Donc il y a, depuis longtemps, les spécialistes analysent la nécessité absolue d'essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. À travers l'idée de mise en cohérence et à travers l'idée de mutualisation des services. Que chacun n'ait pas son service, son personnel. Si on est dans une perspective de réduction du nombre de fonctionnaires, c'est par la mutualisation des services qu'on peut encore le mieux y arriver. De 2 services, vous en faites un, et vous avez moins de monde. En tout cas, un chef de moins. Un chef de service en moins. Bon. Donc, c'est toutes ces réflexions-là qu'on mène depuis de nombreuses années. Que la loi Sarkozy avait tenté de régler par un certain nombre de dispositifs, qui ont été très contestés, et que les socialistes essaient de régler par un autre dispositif, qui est la création d'une structure, 2 choses. D'abord, la création d'une structure, appelée Conférence territoriale de l'action publique, qui serait un genre de grand rassemblement d'élus régionaux, d'élus départementaux, d'élus des grandes villes, d'élus des communes rurales, des présidents d'intercommunautés. Tout ce monde-là se réunit plusieurs fois par an, 2 sessions de 2 ou 3 jours, pour discuter de leurs politiques respectives et essayer de les mettre en cohérence. Et essayer de discuter entre eux des financements. Toi, tu payes ça, moi, je paye ça, moi, je dis 10% pour ça, toi, si tu donnes toi 10%. Enfin, bref, pour qu'il y ait une discussion entre les différents niveaux de façon à améliorer les politiques publiques, à les rendre plus cohérentes. Cette proposition du Parti socialiste a été votée par les députés et rejetée par les sénateurs. C'est encore une des incertitudes. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la Constitution, surtout depuis Raffarin, qui a fait modifier la Constitution, 2 dispositions incontournables. La première, c'est la libre administration des collectivités territoriales. Chaque niveau est libre de faire ce qu'il veut. Donc on ne peut pas le brimer en lui interdisant de faire ceci ou cela. En disant, la conférence territoriale a décidé que c'était un tel qui faisait ça et donc toi, tu n'as pas le droit de le faire. C'est une atteinte à la libre administration. Mais surtout, il y a dans la Constitution la non-tutelle d'une collectivité locale sur une autre. C'est-à-dire qu'une région ne peut pas donner des ordres au département.
Un département ne peut pas donner des ordres aux communes. Chacun est libre chez soi. Alors vous voyez la facilité de... En plus, ajoutons que le gouvernement avait prévu que la conférence territoriale régionale serait présidée par le président de région et qu'immédiatement l'Assemblée des départements de France s'est élevée contre cette mesure. Les présidents de conseils généraux ne peuvent pas aller dans une structure qui serait présidée par le président de la région. C'est contraire à leur dignité, à la préséance, etc. On en est là, hein, à des batailles comme ça d'ego. La deuxième mesure, qui aussi a été acceptée par les députés, contestée, enfin très modifiée par les... pas totalement rejetée, mais très modifiée par les sénateurs, c'est ce qu'on appelle la notion de chef de file. Ça serait une solution. Pour chaque compétence, on désignerait un chef de file. Par exemple, l'action sociale, c'est le département. L'action économique, c'est la région. La formation professionnelle, c'est la région. Le logement, c'est la commune. Bon, chef de file. Chef de file, ça veut dire, je ne fais pas tout seul. Je suis chargé de réunir les autres autour de moi et discuter d'un accord, là encore. Un accord librement consenti par les uns et les autres pour pas qu'il y ait atteinte à l'administration, pour pas qu'il y ait atteinte à la tutelle, qui dirait, eh bien, dans le domaine de la culture, la région elle fait ceci, cela, on le met noir sur blanc, elle finance telles actions à tant de pourcents, le département il fait ceci, la commune fait cela, et puis on a un document contractuel organisé par le chef de file, qui a pris l'initiative, qui dirige les débats, qui met le temps qu'il faut et les méthodes qu'il faut pour obtenir un consensus. Tous les élus signent et les choses sont mises en place. Ça aussi, c'est pas acquis. Donc, on a encore une incertitude pour savoir si même ce petit pas, qui n'est pas considérable, va pouvoir être acquis. Enfin, et je vais en terminer là pour que je vais partir pour la deuxième partie. La fin du premier tronçon est consacrée à pas mal de choses diverses, mais entre autres à la création d'une nouvelle structure un peu symétrique aux métropoles. L'idée des parlementaires, un certain nombre de parlementaires, a été que la loi en faisait trop pour les villes, pour l'urbain, et n'avait pas une seule disposition pour le rural. Comme le rural râlait beaucoup, il fallait lui donner quelque chose à ronger, un os à ronger. Et donc un député a déposé, non un sénateur, a déposé, à la surprise assez générale, un amendement qui est passé, créant une structure pour le rural, appelée, alors il faut toujours que je regarde parce que ça a changé 5 fois de nom, et maintenant ça s'appelle, tu me le dis... Actuellement c'est des pôles ruraux de coordination, il a changé 5 fois de nom, donc... on va dire pôle rural pour l'instant, mais voilà, ça a changé à plusieurs reprises. Pôle d'équilibre, enfin peu importe, pôle d'équilibre et de solidarité, pôle rural d'équilibre et de solidarité. Qui est en gros, si vous voulez, vous ne connaissez pas ça ici, je crois que vous n'avez pas eu ça, le remplacement des pays. Qui est un genre de fédération de communautés de communes qui se dote à une échelle plus grande, par conséquent, d'un instrument prospectif d'élaboration de projets, de contractualisation de crédits, avec une ingénierie ou pas une ingénierie territoriale.
Je reviendrai sur tout ça dans la deuxième partie. Donc, on dit, il y a d'un côté les métropoles, mais on ne vous a pas oublié. Il y a pour vous la perspective de vous unir dans ces pôles et d'avoir là des instruments collectifs de développement. Les députés ont modifié le texte en première lecture. Les sénateurs en deuxième lecture ont à nouveau modifié le texte. Et les deuxièmes lectures devant l'Assemblée nationale devraient commencer dans les jours qui viennent. Donc voilà encore un dispositif qui peut être intéressant, que nous suivons de très près, parce que, comme on s'appelle l'Association pour le développement local est autrefois les pays, enfin on a dans nos adhérents beaucoup de pays, avec leur conseil de développement. On s'intéresse beaucoup à cette question, mais on a encore beaucoup d'incertitudes. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas dans quel état sortiront les pôles de la moulinette parlementaire, de l'opposition entre l'Assemblée et le Sénat, de la commission mixte paritaire et de l'éventuel passage devant le Conseil constitutionnel. Bon. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est encore l'incertitude. Voilà, alors je vous ai donc dit, ça c'est le premier morceau, qui est en cours d'achèvement, qui en tout cas, étant donné l'importance des métropoles, de la législation des métropoles, doit être votée avant les municipales. Le deuxième morceau sera donc abordé en janvier, pardon, et repris en avril après les municipales. Le troisième morceau, on ne sait pas quand. Il y avait dans le troisième morceau, quelque chose dont je parlerai aussi après la pause, qui nous intéresse au plus haut point, qui est la démocratie participative. L'intervention des citoyens, l'intervention des associations, aux côtés des élus et des techniciens. Ça, c'était dans le troisième morceau. Très maigre, il n'y avait pas grand-chose. C'était ridiculement faible. Et donc on s'est lancé dans un double assaut. Le premier était de dire, ça arrive tout à fait en bout de course, c'est pas tout à fait normal, autant plus que cette troisième loi, on ne sait pas si elle sera discutée ni quand. Il faut ramener ce titre dans le deuxième morceau. Avec un forcing auprès du gouvernement, on a obtenu la promesse qu'en effet, le titre sur la démocratie participative serait transposé du troisième au deuxième morceau. Et deuxièmement, on s'est mis à rédiger, GION c'est une série d'associations, groupées autour de l'UNADEL ou à côté de l'UNADEL, on s'est mis à rédiger le titre. En disant, votre titre, il est ni fait ni à faire, voilà ce qu'on voudrait voir dedans. On a terminé ça il y a quelques jours. Il y a une réunion demain là-dessus, de l'ensemble des associations associées. Et on présentera ça au Parlement sous forme d'amendement. On ne sait pas si ça passera ou si ça ne passera pas. Il faut d'abord que le deuxième morceau soit discuté. L'incertitude est quand même grande. Et ensuite, il faudra que le Parlement s'intéresse à cette question. C'est-à-dire qu'on a contre nous, il faut le dire, la majorité des élus qui ne sont pas très favorables à avoir des citoyens dans les pattes. Les citoyens sont des empêcheurs de tourner en rond, je le dis comme je pense. Il y a des élus d'exception, heureusement. C'est ceux qu'on a repérés, les parlementaires qui vont déposer nos amendements, un certain nombre d'élus locaux qu'on considère comme nos alliés, ou plutôt au moins proches de nous. Il y en a. Mais manifestement, la majorité des élus ne pose pas le problème comme ça. Les citoyens, comme on dit, comme a dit un élu socialiste jadis, maintenant que la gauche est au pouvoir, le peuple a de bons élus, que le peuple reste tranquille. Et nous sommes là pour empêcher que le peuple reste tranquille, en essayant de lui faire comprendre
par des actions comme celle de ce soir, qui sont essentiellement des actions d'éducation populaire, hein, des enjeux considérables de telles réformes.